François-Xavier Fauvel est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes historien, vous êtes archéologue, vous êtes titulaire de la première chaire permanente consacrée à l'Afrique au prestigieux Collège de France. Et vous avez réuni une vingtaine de spécialistes pour un ouvrage, disons-le, exceptionnel, qui a pour titre « De l'Acacus au Zimbabwe, 20 000 ans avant notre ère, 17e siècle », édition Belin. Peut-être d'abord, à quoi ressemblait l'Afrique, d'après les connaissances du moment, 20 000 ans avant notre ère? 20 000 ans avant notre ère, c'était très sec. L'eau était stockée dans l'hémisphère nord, au pôle, bon, et alors qu'il faisait très froid dans l'hémisphère nord, il faisait très sec au sud, dans le Sahara, et le Sahara était à peu près 2 à 3 fois plus large qu'il n'est aujourd'hui et extrêmement aride. Voilà, donc il n'y avait à peu près rien à l'intérieur du Sahara, et d'autres régions d'Afrique étaient également aussi très arides, ce qui fait que les sociétés de chasseurs cueilleurs qui habitaient l'Afrique à ce moment-là étaient resserrés dans des espaces isolés les uns des autres. Alors vous vous intéressez notamment au potentiel historique et archéologique du continent africain. Quel est au juste ce potentiel? Il est considérable? Il est absolument considérable. Le continent africain est un continent qui est sous-recherché en termes d'archéologie. Et si on en croit les sources écrites qui existent, qui sont à notre disposition, qui peuvent être des sources grecques, par exemple, antiques, qui peuvent être des sources arabes, qui peuvent être des sources produites par les sociétés africaines médiévales ou modernes, on peut dire que beaucoup de sites, beaucoup de villes, par exemple, sont encore à découvrir. Voilà. Et donc ça laisse entendre qu'en effet, il y a un très gros potentiel de découverte archéologique. On peut mentionner, par exemple, dans le sud de la Mauritanie, on est presque certain que là où un géographe arabe, Al-Bakri, au XIe siècle, mentionne plusieurs villes, ces villes, on ne les a pas encore trouvées. Ouais. Voilà, la capitale du Mali, le Mali du XIVe siècle, la capitale où résidaient les souverains Moussa et Souleyman, qu'on connaît très bien par les sources écrites, cette capitale non plus n'a pas été trouvée. Donc voilà, donc on peut attester, on peut être certain qu'il y a encore un très gros potentiel archéologique en Afrique. Alors, parlez-nous justement de ce que représente le Tadrart Acacus. Tadrart signifie en berbère montagne. C'est le titre de votre livre. L'Acacus, c'était quoi? Juste à représenter quoi? L'Acacus, c'est un massif qui est en Libye actuelle et qui est un conservatoire à ciel ouvert d'art rupestre. Hein. Voilà. Un conservatoire à ciel ouvert d'art rupestre. On sait que là, il y a 10 000 ans, au début de ce qu'on appelle l'Holocène, le moment où le climat commence à se réchauffer et par conséquent à devenir beaucoup plus humide, le Sahara devient vert. Bon. Et il est donc habité par des chasseurs-cueilleurs, par des sociétés aussi de pasteurs nomades qui amènent des vaches, des chèvres, etc. Bref, ce Sahara est très peuplé. Il n'est plus du tout une séparation, il n'est plus du tout une frontière entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. C'est un continuum de sociétés qui circulent à travers ce désert, et certaines d'entre elles laissent des témoignages, des gravures, des peintures. Et dans un endroit qui est devenu extrêmement désertique et aride aujourd'hui, on a des peintures à ciel ouvert qui sont des vestiges, qui sont des témoignages, qui sont des sources dont on peut se servir pour reconstituer l'histoire. Alors vous avez parlé des chasseurs-cueilleurs, François-Xavier Fauvel. Il y a quelque chose de fascinant dans votre ouvrage, c'est qu'on observe au fil des siècles en Afrique qu'il y a une cohabitation au fait, contrairement d'ailleurs à des successions comme on a eu en Europe, sociétés avec des périodes différentes, hein, chasseurs-cueilleurs, pasteurs-agriculteurs, âge des métaux, empire. C'est une spécificité du continent africain, ça? Oui, en effet. Et comment l'expliquer? Il y a toujours eu à travers le temps en Afrique, et ça l'archéologie est formelle, on retrouve des établissements, on retrouve des sites archéologiques, on retrouve des sites de taille d'outils en pierre jusqu'à très récemment. Et puis évidemment des sociétés de chasseurs-cueilleurs qu'on connaît encore aujourd'hui, qui sont nos contemporaines. Ouais. On peut penser aux gens qu'on appelle les Pygmées dans l'Afrique centrale, ou aux gens qu'on appelle les Bushmen ou San dans le Kalahari en Afrique australe. Donc, en effet, il y a toujours eu une coprésence des sociétés de chasseurs-cueilleurs avec les autres sociétés africaines. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que les chasseurs-cueilleurs sont nos contemporains et non pas des vestiges du passé. Parce qu'en effet, la succession mentale qui nous fait penser que les chasseurs-cueilleurs disparaissent devant les sociétés néolithiques, les sociétés qui produisent leur nourriture, et puis qu'ensuite les âges des métaux arrivent dans un certain ordre immuable, et puis qu'ensuite les grands empires, les grands royaumes, les sociétés à État centralisé, que chacune de ces étapes arrive dans un ordre immuable. Cet évolutionnisme-là ne fonctionne pas en Afrique, parce que les sociétés ont toujours cherché à cohabiter, à organiser une symbiose culturelle, politique, économique entre elles. Et contrairement à
une idée reçue, on découvre aussi une Afrique ancienne, ouverte sur le monde, la Chine, le monde musulman, la chrétienté. Vous avez cité tout à l'heure un penseur arabe, al-Bakri. Oui, alors tout à fait. Ce serait une très très grosse erreur de croire que l'Afrique est restée isolée du reste du monde. Et là aussi, on est obligé de constater très simplement que, par exemple, au Moyen-Âge, l'Afrique, ou plutôt les Afriques, les mondes africains médiévaux, étaient non seulement connectés les uns avec les autres, mais interconnectés également. Le Sahel est connecté à travers le Sahara avec le monde islamique, vous le dites, la Méditerranée et l'Europe. Et au XIVe siècle, il y a le royaume du Mali et ses mines d'or. Absolument, qui est connecté, le royaume du Mali, qui est connecté à travers le Sahara avec le monde islamique et le monde méditerranéen. Le royaume du Mali est le principal fournisseur de l'or qui circule dans le monde méditerranéen et dans le monde islamique au Moyen-Âge. Connexion avec aussi l'océan Indien, y compris des périphéries lointaines comme la Chine. Parlons de la cité du Grand Zimbabwe. Ça représente quoi? C'était quoi, 13e au 15e siècle? C'est ça, ça fait partie du royaume du Zimbabwe? Exactement, c'est une espèce de forteresse, un complexe bâti assez remarquable, avec une magnifique architecture de pierre. Là, pour le coup, dont on a la trace aujourd'hui. On peut visiter cet endroit aujourd'hui. On a parfaitement la trace aujourd'hui. C'est un site qu'on peut très très bien visiter. Et il en existe une centaine d'autres au Zimbabwe et puis dans les pays voisins, le Botswana à l'ouest et le Mozambique à l'est. Et ces forteresses, on ne sait pas très très bien ce que c'est, mais on sait, les archéologues savent les cartographier. Bon, et la fouille de ces sites montre leur interconnexion avec les régions qu'on appelle la côte Swahili, donc la civilisation Swahili de Kenya et de Tanzanie, et puis par l'intermédiaire de cette civilisation Swahili également connectée avec tous les pays riverains de l'océan Indien, les pays du monde islamique, l'Indonésie, les Maldives, et puis plus lointainement encore avec la Chine, puisqu'on retrouve sur des sites comme Grand Zimbabwe de la porcelaine chinoise bleue et blanche, la très très belle céramique Ming du XVe siècle. Alors des pans entiers de l'histoire restent à découvrir, des cités entières, vous le disiez. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'archéologie décolle en Afrique? On sait qu'il y a le risque sécuritaire, qu'il y a les conflits, notamment au Sahel, mais pas seulement. Sur quoi il faut miser? Les fouilles préventives, comme on a connu peut-être en France dans les années 1950-1960? Oui, il faut miser sur un ensemble de choses. Effectivement, d'abord, le risque sécuritaire n'est pas un risque mince. C'est un risque qui affecte, on pourrait dire, presque la quasi-totalité des pays du tiers nord de l'Afrique, où il est virtuellement impossible de faire des recherches de terrain, ou en tout cas des recherches impliquant de grosses équipes visibles, peu mobiles, avec beaucoup Comme au Maroc, avec vous, ou prochainement en Éthiopie. Voilà, au Maroc, on peut, effectivement. J'y ai travaillé depuis une dizaine d'années. En Éthiopie, on peut. Il y a beaucoup d'équipes éthiopiennes et internationales qui y travaillent. Mais le risque sécuritaire n'est pas le seul. Ouais. Il faut aussi beaucoup compter sur le développement de coopération internationale. Aujourd'hui, on ne fait pas d'archéologie en arrivant tout seul, en débarquant dans un pays, en fouillant et en repartant. La nécessité de mettre ensemble des compétences très variées, des compétences cosmopolites, oblige à construire de grandes équipes et des partenariats. Peut-être pour finir, François-Xavier Fauvel, vous insistez beaucoup, c'est l'un de vos combats pour que les jeunes générations des deux côtés de la Méditerranée, d'ailleurs partout dans le monde, s'emparent de cette histoire multimillénaire de l'Afrique. Pourquoi est-ce important selon vous? Parce qu'il y a un manque. Il y a un manque d'histoire de l'Afrique dans nos sociétés. Ou pour le dire inversement, l'histoire de l'Afrique nous manque. Bon, il y a peu d'endroits où elle est présente. Dans les manuels scolaires, en France, elle n'est pas présente. Dans très très peu de manuels scolaires, dans d'autres pays du monde, elle est présente. Dans les discours publics, elle n'est pas très présente, voire absente, voire niée aussi. Donc il y a véritablement un manque d'histoire africaine qui se ressent de plein de façons et qui est ressenti très très durement, et on le comprend très très bien, par tous les citoyennes et les citoyens, mais aussi par les gens, en particulier par les gens qui sont afrodescendants, voilà, et qui ont raison de revendiquer une place, une visibilité pour leur généalogie personnelle et collective au sein de la société. Et on précise que c'est un débat qui a ressurgi tout de même avec le royaume de Dahomey et les œuvres qui sont aujourd'hui en France. Merci beaucoup François-Xavier Fauvel d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.